Les mondes courtois, latins, germaniques se croisent dans les cours gothiques au début du Quattrocento. À Trente, le salon de la Torre d'Aquila, dans le château du Bon Consiglio, est un enclos hors du temps, au cœur du temps, grâce aux murs couverts des fresques des saisons du maître Wenceslao. La campagne environnante dominée comme un jardin. Les activités agricoles unissent les humains et la nature, mais de telle sorte que le travail soit l'écrin de la jouissance aristocratique. Avril, par exemple, montre semences et labourage. Les dames repiquent dans leur enclos. En mai, l'amour fleurit. Toute animalité sublimée dans les postures courtoises. Pourtant, au moment du banquet champêtre, les seigneurs préfèrent la viande. Quand vient la saison de la chasse, en septembre, les légumes apparaissent. Une femme, au second plan, ramasse les raves. C'est en août que les fruits sont les plus beaux. Au premier plan des moissons, les dames sont devant un champ de poires. Faut-il voir une analogie entre les courbes de leur corps et leur douce succulence? La femme n'est-elle pas comme le fruit pour l'oiseau, la proie pour le mâle séducteur? L'homme féru de fauconnerie irait peut-être dans ce sens. Fruit divin, proie conjugale, la femme est bientôt tenue à la maison et au jardin. De poire à proie, peu d'écart. Des nobles vertus féminines à la bonne poire, il n'y a que quelques siècles phallocratiques d'histoire. Il y a donc une ambiguïté dans le fruit même. La poire étant plus sensuelle que la pomme, suggérant un corps de femme autant qu'un organe masculin. La religion ramenait tout cela au spirituel. Le petit tableau de 26 cm sur 33 du jardin de paradis du maître du Haut-Rhin vers 1415 nous porte à la contemplation. Le fruit, c'est le temps, une concrétion d'espace-temps et sa consommation subtile. Périssable et toujours recommencé, c'est le désir, le corps, le suc et la sève. Entre beauté et prédation, le domaine chrétien élevait la signification par l'investissement symbolique des fruits. Les cerises, l'air, l'eau, les fleurs, les tons de blanc sont fraîcheur et pureté. La pomme pelée sur la table rappelle le fruit défendu, ici sans tache. Le jardin, enclos de vertus chevaleresques, est un havre hors péché. Si le territoire du noble est un verger des plaisirs, le jardin rappelle l'Éden. La vibration musicale des feuillages, des herbes, autour du tympanum que joue l'enfant, des chants d'oiseaux mêlés dans les senteurs, portent à la rêverie. Toute violence est réparée. Les oiseaux, loin d'être des rapaces, sont stoïques. L'enfant est le fruit. Consommation pure.
l'instant sacré est un moment limpide de poésie familiale. La bête est matée. Satan et le dragon sont aux pieds de Saint-Georges, en bas à droite, en place du Seigneur. Mais l'enfant grandit, et bientôt, la mort sera là. Les cerises de mai sont aussi le sang du Christ. Le naturalisme gothique est là, dans la lumière, la variété florale, les couleurs éclatantes, alliées à l'ascendant chrétien. L'image contemplée, marier le défendu et la jouissance, et idéaliser la femme comme arbre porteur de fruits. La pomme est ainsi consommée dans sa pureté, dans la distance mutuelle et le respect sans tache, dans lequel tous les êtres et leur potentiel de beauté sont épanouis. Reste le refoulement du travail, sublimé dans le jardin paradisiaque. Le travail de la femme qui accouche, celui des paysans cultivateurs. Voici donc, côte à côte, les messirs qui sont en ville comme dans la cour de leur château, tandis qu'au centre, sous la croix, derrière ses poules, une femme vend des oignons. Ils ne sont plus offrandes, mais produits du marché, bien que leur tige, vers le ciel, près de la croix, puisse signifier quelques nutriments spirituels. Le plan trivial coexiste ici avec le plan élevé de la noblesse. Apparaît alors dans un tableau rhénan vers 1425 la prémisse des natures mortes. Les mages aristocratiques, parmi les cadeaux, l'or, la séduction, s'inclinent devant le foyer de vie, le corps de femme, la grotte magique. L'enfant, fruit des entrailles de la mer, du ciel et de la terre, entre nature et divin. La corbeille de légumes, au second plan, est le stock de nourriture d'un humble garde-manger, en même temps que l'image du corps physique, neutre, sexué, dans ses formes de courges, poires, pommes, qui suggèrent autant le féminin que les formes masculines de la génitalité. L'être des créatures apparaît dans le noir, au milieu du néant, dans le panier créateur. Fruits et légumes de la création. Ces courges, symboles de vie, on en trouvait dans les marges du riche bréviaire de Marie de Savoie en 1428. En 1425, le style de cour international de Gentile da Fabriano entourait la Vierge de poire, devenue signe de maternité, de fidélité souveraine. Un sens ecclésiastique sera alors fixé dans certains fruits à la Renaissance, comme l'église mère dans les grenades de Botticelli. En visitant le baptistère de Florence, je n'avais Dieu a priori que pour les scènes bibliques sculptées sur la porte par Ghiberti. Et pourtant ce qui m'avait marqué, c'était le soin avec lequel l'encadrement énumérait les richesses les plus simples, les fruits et les légumes encore, et quelques animaux. Porte dite du paradis, côté est, et Ghiberti a ajouté sur la porte sud de Pisano en 1330 les reliefs d'encadrement, cela en 1452.
Cette puissance végétale n'était pas que la résurgence des décors à la romaine. Elle affirmait l'importance de la réalité potagère dans la culture des cités. L'Italie du Nord était pionnière du naturalisme car elle était aussi le berceau de la science agronomique avec Pierre de Crescent. Son Ruralium Commodorum de 1305 fut traduit et illustré pour Charles V en France en 1373, intitulé « Rusticant du labour des champs ». Les versions imprimées de 1473 rappellent que la ruralité restait sous la tutelle du monde des cours, jusqu'aux villes flamandes. La copie d'un tableau perdu de la cour de Bourgogne, réunie ici dans son parc du Hédin en 1430, devant le salon flottant, montre les billes rouges et noires de fruits posés sur la table, mûres ou cerises cueillies sur l'arbre au centre du jardin, semblables aux perles rouges des colliers. Elles sont de bon augure pour les couples. Leur valeur nutritive cède le pas à leur valeur plastique, symbolique ou magique, dans l'alternance d'heures intenses et de moments sombres. La bibliothèque des ducs de Bourgogne, comme celle des ducs de Ferrare, conservait le livre de l'astrologue Abou Massar. Vers 1480, le livre d'heures d'Engelberg de Nassau offre une intéressante image des rois mages. Dans un encadrement illusionniste, les céramiques de Majorque évoquent les lointains de Méditerranée orientale. Les fruits prennent couleur d'offrande, deviennent dans leur polarité les signes simples et comestibles du destin universel. Il s'agit bien de mûres et de griottes. Le goût précieux pour la nature, allié à la mystique catholique, ont donné lieu au somptueux rétable de Gand de Jan van Eyck. Dieu le Père, Marie, Jean-Baptiste, les anges, Adam et Ève. Dans le détail des équinçons du grand panneau de 5 mètres sur 4 quasiment, Abel et Caïn évoquent la tension entre élevage et agriculture. La netteté de l'horizon, la vérité optique de l'azur, des feuillages, des oiseaux devant les nuages. La profusion de variétés végétales sont un hymne visuel, et pourtant le lieu du meurtre. Ambivalence de la création, où l'incréé divin se matérialise dans la chute, devient planète, terre et monde, ce que symbolise le fruit défendu. Ce que tient Ève n'est pas une pomme, le mot méla étant de nature indistincte. C'est un cédrat, connu de haute antiquité, acide, boursouflé, comme la connaissance, qui implique le savoir de l'unité et la séparation, genrée, nécessaire, de chacun des éléments. La culture chrétienne a d'ailleurs longtemps hésité entre grenade, pomme ou raisin sur des feuilles de figuier, ici dans l'Ève d'Autun, en 1130, ou la figue, plus sexuée, familière du Sud, comme sur ce codex de Navarre, vers l'an 1000. La Vierge, dite de Luc, de Jan van Eyck en 1440, nous rappelle que les tableaux voyageaient.
Le peintre lui-même est attesté en Terre Sainte, au Portugal, avant 1430. Jésus est le fruit, nourri au sein divin. L'abstraction divine se dédouble, engendrée en sexe et en âge. L'enfant grandit. Il tient sa complétude dans la main, comme la pomme du monde. Sur le rebord de la fenêtre, volontairement imprécises, pêche ou pomme sont des capteurs de lumière, des produits parcellaires exprimant le global, porteurs de graines, partie du tout et symbole de ce tout. C'est bien ce qu'on retrouve dans les époux Arnolfini. D'ailleurs, ne serait-ce pas ici des oranges, puisque les Portugais étaient sur le point de les acclimater? La symbolique visuelle de croissance, inscrite dans le fruit, je ne puis m'empêcher de la voir dans la ferronnerie qui s'ouvre à la fenêtre, sur un cerisier. Les époux sont pleins d'un amour conjugal et spirituel. Le haut du lit pendant, gonflé comme une courge mûre. La femme est enceinte, certainement. Nous retrouvons alors la pomme, non comme fruit, mais comme forme processus. La vie, divisée en homme et femme, debout dans un espace intérieur-extérieur qui s'unissent comme deux graines portant fruit. Mâle et femelle, il les créa. Et la force qui s'élève, plonge et rejaillit dans l'axe vertical du miroir sous la lampe, circule horizontalement sur le globe de la Terre. L'art florentin unit à cette époque la mode gothique, la pastorale et le mythe, avec le jugement de Paris. C'est bien dans l'Italie du Nord que christianisme, humanisme, naturalisme et antique vont trouver une synthèse. C'est à Padoue, dans l'atelier de Francesco Squarcione, que les guirlandes romaines sont de retour dans l'humanisme chrétien. En 1445, couvertes de feuilles d'or, on retrouve les grenades. En 1455, il les accroche avec des poires au-dessus d'une tenture qui délimite une ère de paix comme un temple au sein du monde. Sur le parapet, la pomme est le fruit du destin. Ce qui semble être les premières natures mortes apparaissent chez un élève croate de Squarcione, Giorgio Schiavone, le slave. C'est par l'association du temple antique au thème chrétien que les fruits viennent en offrande. Le monde et le péché du monde, déposés aux pieds de l'enfant, rachetés aux yeux de l'Église. Observez le fruit rouge en bas dans la main de l'ange. Perle de saveur et de savoir. À l'arrière-plan, la mer Adriatique nous fait comprendre que la Renaissance, c'était l'espace de l'Ancien Empire, christianisé, urbanisé, hellénisé. Les fruits seront bientôt peints pour eux-mêmes, signifiant l'accomplissement, l'évidente beauté. La corbeille de fruits rassemble ce qui est épars et la diversité des 4 coins du monde. Écrivez coin avec un G. Les muses antiques permettent alors de célébrer l'abondance et d'unifier l'explication du monde. Dans le studio Belfiore du marquis de Ferrare, Michele Pannonio, hongrois-italien, fleurit le trône de Thalie de fruits, de céréales. Tout près, Francesco del Cossa tire profit de l'antique pour simplifier sa composition.
muse de l'éloquence, Polymnie à la robustesse de l'art agricole, qui, appliqué au verbe, cultive, dépouille, jusqu'à l'ivresse et la clarté. Un autre élève de Squarcione, Cosme Tura, a peint Calliope comme une forme sculptée. La muse de la poésie épique exprime une étrange unité entre les choses aquatiques, minérales, les pierres devenues coquilles, écailles, épines et collerettes végétales, les perles de cristal de roche ou de corail assimilées aux billes rouges des rubis et à un rameau de cerise. Cette alchimie côtoyait l'esprit rationnel. La profusion jusqu'à la confusion, on la retrouve avec un fils adoptif de Squarcione, Marco Zoppo. Les rondeurs des angelots déploient la dynamique explosive des fruits. Mais c'est surtout avec Carlo Crivelli qu'ils trouvent leur place et leur équilibre. Couronne des fruits de l'été, offrande lourde du poids de la chute et du triomphe de la rédemption. Le grand nom de la synthèse entre le christianisme et l'antique de la Renaissance est Mantegna. Confié par ses parents en adoption chez Squarcione à 11 ans, il produit vers 16-17 ans ce Saint Marc. Notez le réalisme des guirlandes qu'il a reconstituées. Dans le rétable de San Zeno à Vérone, de quasiment 5 mètres sur 4,5. L'image est comme un temple antique en 3 dimensions, une ère de paix et de fête avec les 5 grandeurs nature. Mantegna recrée une grandeur chrétienne et archéologique de l'Empire, cinématographique. Dans ces images, ornées d'un tapis oriental et reliées, comme en séquence, par les guirlandes, en colliers de bijoux. Fruits et légumes sont devenus la signature de Carlo Crivelli, formé entre l'école de Squarcione et les ateliers vénitiens. On retrouve le lien animal, minéral, végétal autour du couple marial. Son franciscain de 1480 prit le ciel, la Vierge qui sort de la mandorle abstraite, et à la fois les fruits, symbole d'engendrement divin à travers la grossesse féminine. Ils ont l'air posés sur l'image, comme une offrande sur un espace sacré. Dans cette Madone de 1473, les fruits et légumes, particulièrement gros, semblent plaqués sur l'écran du tissu et l'image du paysage. La Vierge et l'enfant se détachent, reliés par la couleur, le motif du manteau, au paysage, mais se tiennent devant, dans un espace intermédiaire au plus proche de nous, pour en révéler le principe abstrait supérieur. La vraisemblance naturaliste est poussée jusqu'à l'illusion, comme dans les décors d'enluminure. Le fruit manifeste le créateur. Les pommes, le concombre, sont la pulpe de l'invisible. À la fois neutres et sexués, ils sont les seins de la matrice divine, le phallus de toute séminalité. La grosse mouche vers laquelle l'enfant se tourne nous fait pénétrer dans l'image. Elle rappelle que toute chose est corruptible et que dans son royaume, le Christ ne la laisse pas rentrer.
on perçoit ce passage du jardin élémentaire à une portée globale, mythique, cosmique, dans l'ouvrage d'astrologie De Sphæra, recopié à l'époque entre Ferrare et Milan. Les boutiques manifestent le changement de plan de valeur et le mouvement des saisons. Un pionnier peu connu du naturalisme en peinture, par l'atmosphère, les gestes délicats, la modulation des lumières et l'emploi du clair-obscur, est le Milanais Vincenzo Foppa. Ce tableau date des années 1460. En 1480, Léonard de Vinci quittait Florence pour Milan. Dans ses carnets de 1489, on trouve cette feuille qui imite l'illusionnisme flamand des marges d'enluminure. Les cosses de pois, les cerises, la fraise des bois sont posées sur la page avec leur ombre. C'est peut-être la tache d'encre qui lui a suggéré cela. Ces petits pois, on les trouvait en 1477 dans le livre d'heures de Marie de Bourgogne. Vers 1505, Jean Bourdichon, pour Anne de Bretagne, réalisa un livre d'heures orné de plus de 300 plantes. J'ai choisi l'artichaut et la cerise. Nous les retrouverons à la même période dans le jardin de Jérôme Bosch. La nature apparaît donc en tant que paysage par la fenêtre du monde, derrière les Vierges à l'enfant, tendrement humanisées. Lorenzo di Credi ou Léonard ouvrent l'espace comme s'ouvre la grenade. L'influence et l'interaction avec la peinture flamande est évidente. Hans Memling peint la même année quasiment ce fruit partagé, sûrement une grenade, qui passe du vert au jaune au rouge en mûrissant. Elle fait penser aussi à une mangue, fruit d'amour de la déesse indienne Lakshmi. Ce fruit rouge, aux multiples grains, est devenu la signature des Madones de Botticelli qui sortaient de son atelier. Elle signifiait aussi bien l'Église romaine que le sang du corps divin. Ce modèle de 1480, on le retrouve sur le tableau de la collection Bonnat à Bayonne. À Venise, Giovanni Bellini, beau-frère de Mantegna, était aussi un fleuron de la Renaissance. Le paysage, le réalisme, la piété, la guirlande romaine tressant sur des feuillages de vigne des figues de Barbarie. La surface rugueuse, boursouflée, les rapproche du petit concombre cueilli au stade du cornichon. Il rappelle la vigilance face à la perte de contrôle dans un monde aussi sublime qu'épineux. Dans sa Madone d'Alzano, en 1485, la poire est devenue l'emblème de la vertu. Le monde s'ouvre. Le commerce et les grandes découvertes amènent entre nos mains les fruits d'une autre rive. C'est ce que suggère à présent le Jugement de Paris de Botticelli en 1485. Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique bientôt, mêlés confusément et magnifiquement dans les synthèses visuelles des connaissances du temps. La Vierge de la Victoire de Mantegna, en 1495, fait des fruits et légumes les astres d'un cosmos divin, les gemmes de lumière d'un jardin intérieur, monumental, où l'histoire, le marbre, le corail, se tressent en une rêverie, une hiérarchie au sommet de laquelle, avec les princes et les dieux et la Vierge, régnerait l'art. Devant la Madone Bardi de Botticelli, teintée d'exotisme, avec les tresses de palmiers, les cédrats tout en haut, les rameaux d'olivier dans les vases,
et ce rythme, graphique, ondulant, piqueté, qui nous invite au voyage. J'ai envie de dire, ils sont beaux tes litchis, et d'aller lire Bosch avec un œil de jardinier.